Cuba est-elle sur le point de s'effondrer et de potentiellement devenir le 51e État des États-Unis? Depuis quelques semaines, Cuba était plongé dans un blackout total. En même temps, ils n'ont ni pétrole ni carburant depuis que les États-Unis ont attaqué le Venezuela et les ont menacés au point que le commerce avec Cuba s'est arrêté. L'embargo historique des États-Unis contre l'île s'est transformé en un véritable blocus commercial qui empêche même toute nourriture et aide humanitaire d'entrer sur l'île. En février, des experts de l'ONU ont condamné le décret de l'administration visant les flux de pétrole vers Cuba via des pays tiers, le qualifiant de blocus du carburant, et ont averti que cela menace les civils et viole même le droit international. Cette administration américaine essaie désespérément de faire pression sur le pays pour qu'il capitule, afin de les aider à renverser un régime qu'ils n'aiment pas. Alors, Cuba est-elle sur le point d'être la prochaine sur la liste des conflits déclenchés par le président Trump? La prochaine étape dans une séquence très familière de pressions américaines récentes à l'étranger. D'abord le Venezuela, puis l'Iran, où une guerre menée par les États-Unis et Israël, qui prend de l'ampleur, secoue déjà les marchés mondiaux de l'énergie. Et maintenant Cuba, une île affaiblie à seulement 150 km de la Floride, plongée dans l'obscurité, à moitié affamée, sans carburant, et dont on discute à nouveau ouvertement à Washington, non pas comme d'un voisin à stabiliser et à aider, mais comme d'un régime à éliminer. Cela peut sembler dramatique, mais c'est très proche du langage utilisé actuellement. Reuters et Associated Press l'ont tous deux rapporté. L'île est privée de pétrole vénézuélien depuis des mois, et Donald Trump a désormais ouvertement évoqué l'idée de prendre Cuba sous une forme ou une autre. Alors que le département d'État de Marco Rubio continue de défendre une ligne dure en matière de sanctions. Marco Rubio, le secrétaire d'État, a été au centre de cette politique. Il est le fils d'immigrés cubains qui ont fui l'île lors de la Révolution. Il est personnellement concerné. Cuba a toujours été bien plus qu'un simple dossier de politique étrangère pour lui. C'est personnel, idéologique, émotionnel tout à la fois. Cela ne veut pas dire que chaque position qu'il prend est insincère, mais cela signifie que cela influence le processus et peut mener les États-Unis sur une voie qui n'est pas seulement mauvaise pour le peuple cubain, mais aussi pour les Américains. On peut l'entendre dans le langage qui vient de Washington. Pas de coexistence, pas de stabilisation, mais de la pression, de l'isolement, et le sous-entendu constant que le système cubain doit être poussé jusqu'à ce qu'il craque, même si cela implique une action militaire. Cuba n'est pas seulement une île. C'est un archipel de plus de 4000 îles, grottes et îlots dans le nord des Caraïbes, situé à la jonction du golfe du Mexique, de l'Atlantique et de la mer des Caraïbes. C'est la plus grande île des Caraïbes, étendue comme un long pont entre l'Amérique du Nord et le reste des Antilles, avec la Floride toute proche. Cette géographie est en quelque sorte liée à son destin. Cuba est suffisamment proche des États-Unis pour être imaginée comme une extension de leur arrière-cour stratégique, comme elle l'a été autrefois. Nous allons en parler dans un instant. Mais elle reste assez séparée pour rester un monde à part, comme elle l'a été ces derniers temps. Elle se trouve à côté des routes maritimes, près de l'embouchure du Golfe, près du canal du Yucatan, près d'Haïti, de la Jamaïque et des Bahamas. Toute grande puissance qui regarde les Caraïbes regarde d'abord Cuba. Même ce nom porte un sentiment de mystère et de grandeur. Les historiens pensent généralement que Cuba vient d'une langue taïno. L'origine exacte est incertaine. Certaines suggestions le traduisent comme quelque chose du genre « là où la terre fertile est abondante ». D'autres le traduisent par « endroit magnifique ». Certaines anciennes hypothèses relient aussi le nom à Cuba, au Portugal, souvent soutenues par ceux pensant que Christophe Colomb aurait pu être portugais. Quelle que soit la véritable réponse, cette incertitude semble appropriée car Cuba a toujours été un lieu sur lequel les gens de l'extérieur plaquent leurs propres interprétations. Terre fertile, île stratégique, colonie sucrière, carrefour pour les pirates, société esclavagiste. Puis, au XXe siècle, ligne de front de la guerre froide, symbole révolutionnaire, et aujourd'hui, quelque chose comme un État défaillant et un avant-poste sous sanction. Chacun a eu sa propre version de Cuba en tête, et presque toutes sont vraies en même temps. Bien avant l'arrivée de quelque empire que ce soit, des gens vivaient déjà sur l'île depuis des milliers d'années. J'ai étudié l'ascension et la chute des empires, et j'ai constaté que c'est assez similaire au marché boursier.
Vous trouvez une action solide et vous y investissez, pour découvrir qu'un mois plus tard, elle a chuté et que vous avez perdu votre argent. Ensuite, j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Laissez-moi vous montrer comment je fais, et comment vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prédire et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux actualités. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent à chaque jour comme un revenu passif prévisible sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement désiré, le niveau de risque que je suis prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir, et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement, ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. La grande question est, quel est le rendement attendu? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous la directive MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir dès maintenant. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises, et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. L'installation humaine remonte à environ 6000 ans, probablement à la suite de migrations venues du nord de l'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Lorsque Christophe Colomb atteignit l'île en octobre 1492, Cuba n'était ni vide ni inconnue. Elle était habitée, cultivée, revendiquée. Dans la partie occidentale de l'île, les descendants des premiers habitants survivaient encore et furent plus tard recensés sous le nom de Guanahatabey. L'histoire de Cuba ne commence pas avec l'Europe, mais avec un monde que la colonisation a en partie effacé et tenté de renommer, comme tant d'autres histoires américaines. La domination espagnole a transformé l'île de façon brutale, et l'île que nous connaissons aujourd'hui est bien plus liée à l'Espagne qu'à ses origines indigènes. La main-d'œuvre indigène fut contrainte à l'encomienda, tandis que maladies et conquêtes décimèrent la population autochtone en quelques générations. Cuba a évolué différemment du stéréotype d'île dédiée uniquement aux plantations, contrairement à d'autres îles des Caraïbes. Elle est certainement devenue une société esclavagiste à très grande échelle, surtout avec l'expansion de la production de sucre et l'arrivée de centaines de milliers d'Africains réduits en esclavage sur l'île à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Mais elle possédait aussi des villes, des ports, des postes militaires et une culture coloniale urbaine étroitement liée à l'Empire espagnol. Cet héritage colonial est important parce que Cuba moderne a hérité de deux choses à la fois, une profonde inégalité et une grande valeur stratégique. L'île avait la richesse des plantations, mais aussi une hiérarchie ethnique, du travail forcé, une dépendance aux exportations et un ordre politique au service d'un empire étranger. D'abord, c'étaient les Espagnols, mais cela allait changer. Au XIXe siècle, alors que la majeure partie de l'Amérique espagnole s'était séparée, Cuba est resté sous souveraineté espagnole plus longtemps. Les mouvements d'indépendance sont venus par vagues, notamment avec Carlos Manuel de Céspedes en 1868 et José Martí dans les années 1890. Martí est la figure clé ici, car il est devenu la voix morale d'une Cuba indépendante qui ne serait ni une propriété espagnole, ni une propriété nord-américaine. Il voulait une nation souveraine, pas un transfert d'un maître à un autre. Mais ce n'est pas ainsi que l'histoire s'est déroulée. L'intervention américaine de 1898 a mis fin à la domination espagnole, mais n'a pas accordé à Cuba l'autonomie complète espérée par les patriotes cubains. Après l'explosion de l'USS Maine et la guerre hispano-américaine, l'Espagne était partie, mais Washington était là. Cuba est officiellement devenue indépendante en 1902, mais l'amendement Platt a donné aux États-Unis le droit d'intervenir dans les affaires cubaines et a entériné le bail de la baie de Guantanamo. En d'autres termes, Cuba est entré dans le XXe siècle libéré de l'Espagne, mais toujours dans l'ombre américaine. C'est l'un des schémas les plus importants de toute l'histoire.
La souveraineté de Cuba a été à plusieurs reprises limitée, non seulement par la dictature interne, mais aussi par une puissance extérieure toute proche. C'est pourquoi le patriotisme cubain est si souvent anti-impérialiste, même lorsque l'État cubain lui-même est autoritaire. La République qui a suivi cette semi-indépendance était instable, inégalitaire et profondément pénétrée par le capital américain. L'argent américain a façonné l'industrie sucrière, le tourisme, les services publics et le crime organisé. La Havane paraissait glamour sur les cartes postales, mais ce n'était pas aussi bien pour ses habitants. Il y avait aussi de la corruption, des violences politiques, et finalement Batista, dont la dictature après 1952 était répressive et soutenue par les États-Unis. Cet aspect est souvent simplifié dans de nombreux récits de la guerre froide. Castro n'a pas pris le pouvoir dans un paradis libéral fonctionnel. Il a pris le pouvoir dans un pays où beaucoup étaient prêts à tenter la révolution, n'ayant rien à perdre face à un régime privilégiant les intérêts américains, plutôt que sa population. Puis vint 1959, et avec elle l'événement qui structure encore tout aujourd'hui. La révolution de Castro a renversé Batista et a promis la souveraineté, la redistribution, l'alphabétisation, la dignité et une rupture avec la dépendance. Elle est aussi rapidement devenue un État à parti unique, a supprimé l'opposition politique, s'est alignée sur l'Union soviétique et a intégré l'indépendance nationale dans un système révolutionnaire hautement centralisé. Ces deux vérités doivent coexister. La révolution cubaine a effectivement développé l'éducation et la santé et a défié la domination des États-Unis. Elle a également construit un État autoritaire qui a nié le pluralisme et concentré le pouvoir dans un seul parti, même si de nombreuses réformes ont eu lieu récemment, pour en quelque sorte modifier un peu cela. Mais à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, la réponse de Washington à la Révolution n'a pas été une coexistence patiente, c'était le sabotage, la tentative d'invasion et l'embargo. Le débarquement de la baie des Cochons a échoué, et en 1962, les États-Unis ont officialisé l'embargo global qui existe encore aujourd'hui, sous une forme ou une autre. L'embargo a duré si longtemps que certaines personnes le considèrent comme un bruit de fond, mais il n'a jamais été un simple décor neutre. Cela a toujours été un fait structurel de la vie cubaine depuis plus de 60 ans, même si le commerce avec la plupart des autres pays du monde a continué. C'était simplement une limitation imposée par les États-Unis. Écoutez, dire que l'embargo est réel ne revient pas à excuser la mauvaise gestion du régime, mais dire qu'ils ont mal géré ne devrait pas non plus effacer les conséquences de cet embargo injuste. Les deux sont vrais en même temps, et toute explication sérieuse doit prendre en compte les deux. Pendant des décennies, l'Union soviétique a atténué les effets de cette réalité. Après 1991, lorsque l'URSS s'est effondrée, Cuba est entré dans ce qu'on appelle la période spéciale, qui est l'une des contractions en temps de paix les plus sévères qu'ait connues un pays moderne sans effondrement total de l'État. Le carburant a disparu, les transports se sont effondrés, la nourriture est devenue rare, et la vie quotidienne s'est réduite à la survie. Cela devrait peut-être servir d'avertissement aux États-Unis que ce nouveau blocus n'apportera probablement rien de nouveau non plus. Mais il y a une différence essentielle. Plus tard, pendant cette période de survie, la période spéciale, le Venezuela est devenu une nouvelle bouée de sauvetage extérieure, envoyant du pétrole subventionné en échange de médecins, de soldats, de coopération en matière de renseignement et d'alliances politiques. Cette relation n'était pas un luxe pour Cuba, c'était une artère énergétique. Donc, lorsque Reuters et l'AP rapportent que les mesures américaines contre le Venezuela ont effectivement coupé l'accès de Cuba au pétrole brut, ce n'est pas juste un autre titre sur les sanctions. C'est la réouverture de la blessure la plus profonde de l'histoire cubaine post-soviétique. Et même si le Venezuela était une alternative à l'URSS, il ne semble pas y avoir de troisième option à proximité pour les aider. Bien sûr, la Chine est une option, mais elle est assez éloignée. Et la seule autre chose à laquelle je peux penser, c'est que l'Espagne, l'ancien colonisateur, intervienne, étant donné que son dirigeant actuel s'oppose tellement aux actions de l'administration américaine actuelle. Et c'est là que la crise actuelle devient claire. Quand Donald Trump affirme qu'il pourrait prendre Cuba et serait honoré de le faire en tant que président, l'impact en 2026 est bien différent de celui d'une simple provocation il y a quelques décennies. Cela arrive à un moment où l'île est visiblement plus faible, où Washington a plus de moyens de pression, et a perdu toute honte sur la scène internationale après être intervenu au Venezuela et en Iran. Le Venezuela a été neutralisé en tant que fournisseur, et le langage de l'intervention a déjà été normalisé ailleurs. Le rôle intransigeant de Rubio compte aussi ici, parce qu'il incarne une tradition politique spécifique de Miami à Washington, qui n'a jamais vraiment cru à l'accommodement avec la Havane, seulement à la pression jusqu'à la reddition. Le gouvernement cubain, pour sa part, n'est pas sans reproche, et le dire ne devrait pas être controversé. Il a supervisé un modèle économique rigide, puni la dissidence,
centraliser excessivement la prise de décision, et souvent réagit trop lentement ou de façon trop défensive face à des échecs structurels évidents. L'Associated Press indique que ces coupures de courant résultent aussi d'installations vétustes, d'un mauvais entretien et d'un manque d'investissement. Bien sûr, on peut soutenir que l'embargo américain a joué un rôle en les empêchant de faire ces choses, mais ce n'était pas le seul élément. Et voici la partie qui devrait faire réfléchir tout le monde. Une Cuba qui s'effondre n'est pas automatiquement une Cuba plus libre. Et l'asphyxie venue de l'extérieur n'est pas la même chose qu'une transition démocratique. Je veux dire, regardez ce qui s'est passé au Venezuela. Les États-Unis ont évincé Maduro sous prétexte de libérer le peuple vénézuélien du régime en place. Mais devinez quoi ? Le régime est toujours là. C'est juste que maintenant, il est favorable à l'Amérique et permet aux entreprises américaines de profiter du pétrole vénézuélien. Le peuple est aussi pauvre et réprimé qu'avant. La même chose pourrait arriver à Cuba. Il pourrait simplement s'ouvrir au tourisme américain et aux intérêts immobiliers américains. C'est comme un conflit où aucun camp n'a le beau rôle et la population est simplement coincée au milieu. Donc la question n'est pas de savoir si Cuba est en crise. C'est évident. La question est de savoir quelle fin Washington veut écrire, car Cuba n'est pas qu'un État communiste, une économie en faillite ou une relique de la guerre froide. C'est un endroit réel, avec une histoire réelle, et en ce moment, il est pris en étau entre son propre système épuisé et le plus vieil embargo de l'histoire moderne, qui s'est transformé en véritable blocus. Et si c'est là que cette histoire nous mène, alors Cuba ne subit pas seulement une coupure de courant, elle est au bord de la prochaine intervention. Peut-être une autre mission des forces spéciales qui éliminera les dirigeants du pays pour y installer une figure favorable aux États-Unis. Peut-être des attaques de missiles qui détruiront l'armée du pays et sa capacité à se défendre, comme ils le font en Iran. Ou peut-être même une invasion à grande échelle par des soldats américains. Et la grande question, c'est ce qui va suivre. Les États-Unis aideront-ils Cuba à réellement passer à une démocratie libre ? J'en doute. Vont-ils annexer complètement l'île, soit comme territoire américain, soit carrément comme le 51e État ? Porto Rico serait sûrement très en colère si ses voisins les devançaient. Est-ce qu'ils mettront en place un régime fantoche, favorable aux États-Unis, qui permettra aux entreprises américaines d'exploiter Cuba et son peuple pour leurs ressources ? Ce serait mon plus gros pari. On doit donc attendre de voir ce qui arrive et espérer le meilleur pour le peuple cubain.